Et bienvenue sur Go to the Moon. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les perspectives pour Egotoliner. Effectivement, en tant qu'actionnaire, c'est une de mes plus grosses positions en portefeuille. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées sur le cours de Egotoliner. Alors on a eu la publication de résultats du Q4 2024 qui a été assez mal accueilli. Et on a ensuite le détachement de dividendes, ce qui a créé un creux assez impressionnant pour Egotoliner. Ensuite, suite au détachement, on a, comme d'habitude, toutes les personnes qui quittent le navire après avoir touché le dividende, ce qui à chaque fois ne manque pas de m'étonner. NANI? Et ensuite, on a la petite remontée. Alors, est-ce que c'est un rebond technique? Est-ce que c'est une tendance de retournement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de se dire, ok, est-ce que rationnellement, en étant à ce niveau-là, j'ai envie de garder mes Egotoliner? Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions. On va essayer d'y répondre. C'est parti. Donc, au Gotoliner, on a eu un chiffre d'affaires qui a augmenté énormément, un chiffre d'affaires qui stagne depuis 2023, mais effectivement, quand vous avez une flotte qui utilise quasiment 100% de ses capacités, vous pouvez pas faire plus de place, vous pouvez pas déplacer plus de mètres cubes que vous n'en avez. Donc forcément, Egotoliner, c'est un cercle fini qui ne peut que augmenter si on augmente son pricing power, ou si on investit pour acheter de nouveaux bateaux et donc pour augmenter sa capacité de transport. Ceci étant dit, on a justement une entreprise qui a investi énormément et donc on voit que les capex ont explosé en 2024. On a les free cash flow du coup qui ont énormément faibli. Ça s'explique par les débuts de livraison de bateaux. Ça a été en grande partie financé par de la dette, mais aussi, bien sûr, ça a eu des coûts sur les flux de trésorerie libre. On a une entreprise qui, depuis 2023-2024, a des ratios de ROE qui sont exceptionnels. 47%, c'est juste très très bon. Et comme on le disait, très très peu de dette en 2023 et une dette qui augmente de façon importante en 2024. Donc 0,83 de dette sur EBITDA ou 2 fois la dette sur free cash flow. C'est des ratios qui sont complètement supportables, d'autant que c'est de l'investissement dans de l'outil de production. Donc on a des bateaux qui vont générer des cash flows, qui vont générer du revenu en plus, et qui seront en plus beaucoup plus efficients. Donc forcément, on devrait améliorer la capacité de rentabilité de l'entreprise. On va essayer de mettre l'église au centre du village. Donc bon, dans le cadre de Gotoliner, c'est plus le Drakkar au milieu du fjord. Donc, une capitalisation qui a baissé énormément sur 2024 et début 2025, hein, c'est impressionnant. Par contre, une valeur d'entreprise qui a augmenté énormément. Faut savoir que si on prend la valeur de l'entreprise en valorisant la flotte et tous les actifs de Egotoliner, on a une valeur d'entreprise qui est beaucoup plus élevée que la valeur actuelle. On est en face d'une entreprise qui est vraiment sous-cotée, sous-évaluée, et on a un PER de 3. Donc je pose là comme ça. Bon, même si historiquement on a toujours eu un PER faible pour Egotoliner, ça reste des PER qui sont vraiment assez croustillants d'un point de vue de la valorisation. Et un PEG ratio de 0,63 sur 2024, c'est vraiment pas mal, c'est pas mal. Ça permet de voir une très belle croissance au niveau de la boîte, sachant qu'elle maintient des niveaux de revenus qui sont quand même assez élevés. Une valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires qui est de 1,8, capitalisation sur chiffre d'affaires de 1,39, c'est très très bon ça, ça veut dire que on a une entreprise qui est quand même plutôt sous-évaluée. On a une valeur d'entreprise à 8 fois à peu près les free cash flow, ce qui veut dire qu'on a une entreprise qui est quand même encore assez sous-évaluée, sachant que historiquement on est plus entre 3 et 6, donc on va dire historiquement sur une moyenne de 4 sur les free cash flow, et on sait que là l'entreprise a été très intensive en termes de consommation de capital. On a un nombre de titres, hein, c'est important de le souligner, qui ne bouge pas, donc c'est bien, ça veut dire qu'on n'est pas dilué du tout, c'est important de le préciser. Alors, petite incise, Emmanuel Grimaldi a acquis une participation minoritaire supplémentaire dans Egotoliner. C'est un article de Zone Bourse. On avait eu une acquisition en avril de participation aussi. Donc, ça veut dire que Grimaldi augmente sa participation dans Egotoliner. Alors, ça peut alimenter des rumeurs d'OPA. Si jamais OPA il y avait, ça serait très bon pour l'actionnaire. Grimaldi, c'est un groupe, on l'avait présenté dans la précédente vidéo, qui serait très complémentaire avec Egotoliner et qui a une capacité, une assise, une profondeur financière qui lui permettrait de faire cette acquisition. C'est quand même important de dire que cette possibilité-là existe. C'est peut-être à prendre en compte dans le cas où on a des actions Egotoliner.
Alors, en parlant d'actionnaires, on a aussi Indépendance AM, qui est actionnaire de Gotoliner à hauteur de 0,5. Ils ont quand même 1 million de titres, hein, donc c'est c'est pas rien, c'est assez important. Ils ont énormément perdu, hein, sur ce titre, ils sont à -26. Et si vous avez, écouté comme moi l'interview de, William Higon, qui est le gérant, de ce fonds, donc il disait sur Egotoliner qu'il avait une forte conviction sur le titre, que malheureusement le marché, n'avait pas suivi cette conviction. Qui fait du E-Autoliner, une société dans laquelle je crois, mais je suis très minoritaire, qui est norvégienne, qui fait du RoRo, dont le pricing est 3. Non, mais je ne pensais pas que ça existait, quoi. Le fait d'avoir fait des valeurs européennes m'a fait découvrir un monde nouveau avec des valorisations encore plus basses que ce que j'avais jamais vu. Bon, tout le monde, enfin, comme c'est du transport maritime, tout le monde pense que les charter rates vont baisser. Comme le pricing est 3, je dis, je suis pas sûr que ça va être divisé par 4. Donc ça, c'est mon pari. Mais visiblement, le marché a décidé que j'avais tort. Sur, le fonds, Small Europe, qui est exposé donc à Egotoliner, il précise que le marché anticipe le pire, hein. C'est une publication qui a lieu tous les mois de Indépendance AM et donc, ils commentent, leurs, 5 tops et leurs 5 flops et dans les flops, on a Egotoliner qui a perdu 26 pour eux et donc, par contre, eux disent, en ce qui concerne Egotoliner, le marché anticipe le pire et on sait bien que si le marché anticipe le pire, la moindre bonne nouvelle peut faire un rebond exceptionnel sur un titre. Alors, pour Egotoliner, la route Asie-Europe est une route majeure et effectivement, on a un hub de production en Asie, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, donc avec Toyota, Nissan, Suzuki, Hyundai, Kia, BYD, etc., etc., donc vers les marchés européens. Alors effectivement, la crise de la mer Rouge a perturbé cette voie via le canal de Suez, mais Egotoliner a maintenu une présence forte grâce à des contrats long terme avec ses constructeurs automobiles asiatiques. Par exemple, ils ont signé un contrat, dernièrement, avec un grand, fabricant en 2024 et c'est un contrat de 5 ans. Gotoliner passe, maintenant principalement, par, la pointe de l'Afrique du Sud et contourne l'Afrique, ce qui rallonge énormément, ses temps de livraison et ses coûts. Mais, tant que la crise, de la mer Rouge n'est pas réglée, on n'aura pas d'amélioration de ce point de vue-là. Alors, par contre, dès qu'elle sera réglée, on va avoir, des, améliorations, de chiffre d'affaires, de coûts, de rentabilité qui vont être assez exceptionnelles. On a un deuxième point qui est important de souligner sur cette route, c'est que les ports, africains, notamment en Afrique du Sud, ont vite été saturés par, ce reroutage, du trafic mondial et on est en cours, d'amélioration parce que forcément, la crise de la mer Rouge maintenant a un peu plus d'1 an et demi et on a eu le temps de s'organiser pour absorber, un peu mieux, cette augmentation, énorme du trafic. Ce qui permettrait donc, aux, transporteurs comme Egotoliner, d'avoir, une meilleure efficacité sur leur ligne de transport. Alors on a l'Asie vers l'Amérique du Nord, ça c'est une route qui est beaucoup moins affectée justement par cette crise de la mer Rouge, ça en fait un pilier complètement stable, donc c'est le transport d'équipements et de véhicules depuis l'Asie, notamment la Chine, vers la côte ouest des États-Unis, mais aussi du Canada, du Mexique et de tous les pays de l'Amérique latine. On a aussi pas mal de transports en Europe, donc en interne, hein, par exemple tout ce qui est transport entre pays européens, mais aussi tout ce qui est exportation de l'Europe vers d'autres parties du monde, vers d'autres continents. Par exemple, l'Allemagne, même si son industrie automobile a beaucoup souffert, continue d'exporter, dans, tous les pays du monde, ses, berlines, ses, voitures, partout dans le monde. Le Moyen-Orient et l'Afrique, ça, c'est des marchés qui sont en train de s'ouvrir, en train de s'améliorer. On a beaucoup de demandes pour tout ce qui est équipement lourd et véhicules utilitaires parce que on a, un besoin d'infrastructure qui est très important, donc tout ce qui est construction, industrie minière, construction d'infrastructures qui demandent des équipements très, très lourds. On a une demande, dans ces pays-là, donc Moyen-Orient, Afrique, on pourrait rajouter aussi l'Inde qui effectivement vont demander, du transport et ça, c'est un segment qui va augmenter, dans les années à venir. Et donc on a un marché domestique régional, la Norvège et les alentours, la Scandinavie en général, qui, qui génère un petit peu de volume,
mais ça reste marginal. On va faire un petit focus sectoriel pour bien comprendre ce que fait Eugotoliner. Donc bien sûr, le principal moteur, c'est les automobiles pour Eugotoliner, avec donc des clients, hein, on l'a dit, comme les constructeurs japonais, européens, coréens et chinois, mais voilà, une forte exposition à l'Asie. Et sur le high and heavy, des machines de construction, des équipements miniers, donc c'est un segment qui est en croissance avec des demandes de par le monde qui sont très importantes et avec la détente sur les taux, on se rend compte que ce segment devrait continuer de croître de façon importante. Et après, on a tout ce qui est cargaison non standardisée, donc contrairement, qui sont complémentaires au volume RO, c'est tout ce qui est, par exemple, si vous avez besoin de transporter des rames de métro, des trains, des éoliennes, je sais pas moi, des turbines de centrales hydroélectriques ou pour du matériel nucléaire. Voilà, vous avez la capacité de les transporter via Eugotoliner et via les RORO. Alors le quatrième quarter, c'est un EBITDA qui s'apprécie, hein, en quarter to quarter. C'est des profits qui baissent énormément, hein, presque 30%, donc c'est beaucoup. On a par contre un tarif qui reste stable, donc on est à 100,4, hein, c'est énorme hein, comme tarif. Donc l'entreprise garde un pricing power qui est très important. Et on aura donc 90 millions de dividendes qui seront payés en mars. On avait eu 240 millions de dividendes qui ont été payés au Q3. Donc forcément, ça fait une grosse différence, hein. On a une dividende qui baisse. Cependant, ça représente quand même 6% de rendement, 6 à 7% de rendement. Donc, pas rien en paiement trimestriel si on reste sur ces bases-là. 6% de rendement, si on calcule de façon basique sans les intérêts composés, on serait à 24% sur l'année. Donc c'est pas mal, c'est quand même pas mal, 24% de dividendes, ça reste bien. Petite parenthèse, quand vous touchez des dividendes, l'analogie, c'est comme si vous faisiez un retrait au distributeur. Votre richesse reste toujours la même. Vous avez toujours 100 en capital, entre guillemets, mais la répartition est différente. Comme c'est bizarre. Par contre, l'intérêt, c'est que vous avez toujours le même nombre de titres. C'est-à-dire que, admettons, vous avez une centaine de titres, vous avez toujours 100 titres. La valorisation des titres change via le décaissement du dividende, mais vous avez toujours le même nombre de titres de propriété. Donc ça a quand même, c'est une équation qu'il faut quand même arriver à comprendre. Donc on a 3 Aurora Class qui sont livrés, qui ont été livrés cette année, hein, fin 2024, début 2025. Et donc on a un equity ratio de 56%. Donc sur le Q4, on voit que l'activité, elle ralentit sur la ligne Atlantique, elle ralentit sur les autres lignes, elle explose sur l'Asie, mais donc on a un chiffre d'affaires qui stagne, mais avec des effets de balancier entre les différents marchés. Par contre, effectivement, on a un boom sur l'Asie qui pour moi confirme ce qui est en train de se passer d'un point de vue du marché de l'automobile. Tout ce qui est high and heavy et break bulk, ça reste stable, hein, 24-25%. Et par contre, on a un pricing power qui reste très élevé, donc 86,7, avec des contrats qui ont été bien renégociés, avec des tarifs qui sont élevés. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour Eugotoliner parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on a un nombre de mètres cubes qui est limité. Si ces mètres cubes, ils sont vendus à 70 $ le mètre cube au lieu de 86, bah, vous avez tout de suite un manque à gagner énorme. Donc là, 86, c'est très très bon. Quelles que soient les choses qui vont se passer à l'avenir, vous avez déjà des revenus qui sont garantis. Parlant de revenus garantis, on a un contract backlog qui est très très solide. 80% de contrats couverts sur 2025-2026 avec des contrats qui ont une durée de 3,5 ans. C'est énorme. Alors, on va analyser un peu plus en avance ce fameux backlog contract. Eugotoliner a signalé dans son rapport du Q4 donc qu'elle démarre 2025 avec un backlog de contrats le plus solide de son histoire. Ça repose sur une série de contrats à long terme signés en 2024, notamment donc un contrat de 5 ans annoncé le 6 décembre 2024 avec un des plus grands constructeurs automobiles qui débute là ce mois de janvier 2025, qui est qualifié de contrat le plus significatif de l'année.
en termes de valeur et de volume. On a 2 contrats pluriannuels avec des producteurs automobiles majeurs qui sont l'un pour jusqu'en avril 2029 et donc l'autre pour 2 ans avec une option de 2 ans supplémentaires annoncée le 17 janvier 2025. On a une extension de contrat de 2 ans avec un autre constructeur qui vaut à peu près 100 millions de dollars qui a été annoncé le 29 novembre. Et donc ces volumes annualisés sécurisés sont à environ 11,7 millions de mètres cubes pour 2025, avec une durée moyenne donc de 3,5 par an, on en a parlé, et un taux moyen supérieur à 90 USD par CBM, ce qui représente donc une couverture de 80% sur 2025-2026. Donc c'est un seuil stratégique que Autoliner a dépassé, comme l'a souligné donc le PDG lors de la présentation de résultats. Donc on va faire un calcul très très rapide, donc 11 700 000 fois 90, donc on est à 1 milliard 53 dollars, sachant que si on revient sur le chiffre d'affaires habituel de Hug Autoliner, on est à 1,3 milliard sur 2024. Ça veut dire que chaque année, on a déjà contractuellement 1 milliard de cash, 1 milliard de chiffre d'affaires assuré. Il reste plus qu'à aller chercher 300 millions, à peu près 300 à 400 millions de chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est sur du spot qu'on va aller chercher. Donc l'avantage, c'est que c'est sur le High and Heavy Break Bulk, et donc c'est 60% à peu près du volume spot en 2024, donc on aura à peu près la même chose sur 2025 et 2026. Et le gros avantage, c'est que le High and Heavy Break Bulk, c'est facturé beaucoup plus cher que sur les contrats. Vu que c'est du sur-mesure, c'est très spécifique. Quels sont les points d'incertitude à ce niveau-là qui pourraient intervenir? Donc c'est les time charter rates qui ont tendance à décliner, hein. On voit sur la courbe qu'ils continuent de baisser. Donc forcément, ça aura un impact sur la rentabilité. Donc on a aussi les risques géopolitiques, la crise en mer Rouge par exemple. Si elle continue et si elle continue de prendre de l'ampleur, ça peut être une menace plus importante encore sur le transit via le canal de Suez. Il peut y avoir une escalade, il peut y avoir plein de choses qui se passent, et malheureusement, plus la crise en mer Rouge dure, plus le transit maritime global est impacté. I would bomb the shit out of them. Et bien sûr, le programme Aurora a pesé énormément sur les free cash flow. C'est à peu près 160 à 200 millions de dollars sur le Q4. Si les livraisons donc restantes coïncident avec une baisse des bénéfices, ça pourrait forcément contraindre la politique de dividendes qui reste quand même un attrait majeur sur le titre, donc avec en 2024 quand même, je le rappelle, un rendement de 36,5%, et donc ça pourrait impacter le cours de l'action de Autoliner. Et il y a aussi l'arrivée de nouveaux bateaux sur le marché, de nouvelles capacités RO qui à l'époque ont été commandées en 2022-2023, qui commencent à arriver, qui commencent à équilibrer l'offre et la demande. Et donc il pourrait y avoir une baisse des marges. Et en plus, on pourrait avoir des exportations automobiles qui vont ralentir en cas de tarifs douaniers accrus, par exemple avec l'administration Trump, ça pourrait faire des dégâts. Alors effectivement, c'est un peu un jeu de poker menteur, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça reste une incertitude élevée, et c'est vrai que le marché de l'automobile avait pas forcément besoin de ça. On va voir comment ça tourne, mais ça reste une incertitude quand même assez présente. Donc d'un point de vue global, on a une croissance du marché en pleine mer qui est à peu près de 2%, donc c'est une croissance qui est plutôt faible. En revanche, les exports depuis l'Asie ont augmenté de 20% à peu près. Tout ce qui est véhicules électriques et hybrides, on a une augmentation de 7% globale, mais c'est vraiment poussé par les véhicules hybrides chinois, 164%, c'est énorme. Alors pour ce qui est du high and heavy, on a deux choses qui vont pousser la demande. Effectivement, on a toujours le marché américain qui est un très très gros consommateur, le marché de la construction aux États-Unis pour le high and heavy, et on a des ventes globales dans le monde qui sont en train de stagner. En revanche, on peut se dire que avec la baisse des taux, les besoins d'infrastructures vont être importants. Même si on voit qu'il y a un tassement, on aura toujours des besoins, et on a vraiment l'Asie qui a besoin d'exporter énormément de ses productions, donc on a un besoin de transport maritime à ce niveau-là. Alors, on a des volumes qui restent très très stables, mais en augmentation sur 2024, et le gros avantage, c'est que même si on transporte un peu moins, on a toujours un tarif qui est très élevé pour Autoliner, et donc on arrive à avoir des résultats qui sont stables
avec un EBITDA qui s'améliore et des volumes transportés qui restent cohérents en quarter to quarter. Donc des revenus qui augmentent, un EBITDA qui augmente, un net profit qui baisse effectivement parce que au Q3 on avait vendu des bateaux, donc forcément on a une petite anomalie, mais si on regarde la courbe générale, on part de 113 à 140, voilà, on a un net profit qui augmente sur l'année 2024. Donc on a un EBITDA qui s'améliore, il faut prendre en compte que les coûts de carburant impacte l'EBITDA de Gotoliner. Et là, le fait que ça baisse pas mal, c'est une bonne chose pour Gotoliner et ça permet de réaliser un EBITDA qui est un peu plus intéressant sur le quarter 4 de 2024. Donc Gotoliner a pris la livraison de 3 navires Aurora, le Hug Aurora en août, le Hug Borealis en octobre et le Hug Astralis début janvier. Bon, techniquement, celui-là est hors Q4, mais ça reste pertinent d'en parler. Chaque livraison implique donc des décaissements significatifs. Ces parties font donc partie du programme de construction de 12 unités. Ce programme de construction a un coût total estimé à environ 1,2 milliard de dollars pour l'ensemble. Ça fait à peu près 100 millions par navire, avec les options de carburant alternatifs. Donc pour le Q4 2024, les livraisons de Hug Aurora et Hug Borealis ont déjà eu lieu. Les paiements donc associés ont impacté le free cash flow 2024. Donc il y a eu des sorties de trésorerie immédiates. Hug Aurora et Hug Borealis ont réduit le cash disponible. On peut imaginer qu'il y a eu des sorties qui ont été importantes sur le Q4, en partie compensées par des prêts parce que la dette nette a augmenté de 326 millions de NOK, soit environ 30 millions d'US dollars selon le rapport. Les navires, ils ont commencé à générer des revenus dès leur mise en service. Par exemple, Hug Aurora a débuté son voyage inaugural en août. En revanche, leur contribution au cash flow opérationnel reste limitée sur le Q4. Ils n'ont opéré qu'une partie du trimestre. On a en plus des coûts initiaux qui sont importants. Équipage, carburant, mise en route, donc ça peut temporiser une partie des bénéfices nets. Et donc, ce dividende de 90 millions de dollars déclaré pour le Q4 2024 reflète aussi cette pression sur le free cash flow. On a un payout ratio qui est historiquement élevé, c'est 95%. Donc la réduction du dividende, ça suggère aussi que le free cash flow disponible, après CAPEX et dette, ça diminue énormément. Donc on peut prendre en compte quand même qu'il y a une dette qui est devenue très importante pour Gotoliner. Donc forcément, ça influe sur ce fameux dividende. Mais c'est un effet qui est temporaire. Et en plus, ces actifs-là, ils vont générer du free cash flow à long terme parce qu'ils ont une capacité accrue, ils ont une meilleure efficacité énergétique, ils augmentent le volume potentiel transporté pour Gotoliner, ce qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires potentiel. À court terme, ça coûte, ça impacte le cours de bourse aussi, mais à long terme, on peut décemment penser que va y avoir un impact très positif de ces livraisons de nouveaux navires. Alors, très important de se rendre compte que la valeur globale de l'entreprise, elle se mesure aussi par les actifs qu'il y a dans l'entreprise. Et si on prend par action, on a une valeur d'entreprise qui se calcule à 139 NOK par action. Il ne vous a pas échappé qu'actuellement on est à 79 NOK par action de valorisation de l'entreprise d'un point de vue actionnarial. On a un delta de 69 NOK, donc quasiment 100%. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité? De la valeur. Donc en gros, vous achetez une entreprise qui, de base, intrinsèquement, a une valeur 2 fois plus importante que ce que vous la payez quand vous payez 79 NOK votre action. Donc ce calcul, voilà, c'est important de le rappeler, c'est important de se dire qu'est-ce que j'ai dans ma besace quand j'achète des actions Gotoliner. Et ben j'ai potentiellement 139 NOK de valeur intrinsèque grâce à la valeur des actifs de Gotoliner, sans parler de la valeur intangible des contrats en cours, de la capacité de travail de ses équipes, de la capacité capitalistique de l'entreprise, des relations commerciales avec les entreprises historiques de l'automobile, etc., etc. Donc, voilà, vous avez quand même quelque chose c'est très très important de comprendre que on paye une entreprise beaucoup beaucoup moins cher que ce qu'elle est. Moi, je me suis déjà renforcé sur Gotoliner quand il y a eu cette baisse du cours suite à la publication de résultats, et ensuite il y a eu le détachement de dividendes. En général, 2-3 jours après, ça continue de baisser.
Là, c'était vraiment l'occasion de se renforcer. Alors après, je prêche pour ma paroisse, mais je vous dis juste que moi, j'ai fait. Je vous encourage pas à faire pareil. Je vous encourage, vous, à faire vos propres recherches pour prendre vos décisions en votre âme et conscience. Mais c'est important pour moi de vous dire un petit peu quel a été mon processus vis-à-vis de Gotolainer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perspective? On a un quarter 1 qui sera en ligne avec les autres quarters. Donc on sera assez en ligne avec ce qui se passe habituellement. On aura un ralentissement sur le début de l'année, qui est un peu classique. Donc on s'attend pas à un Q1 qui sera exceptionnel en termes de chiffre d'affaires. On a les nouveaux bateaux qui vont arriver, qui vont un petit peu changer, bouger les lignes en termes de tarification. Donc on va voir ce que ça donne aussi pour la suite des événements. Même si l'entreprise est plutôt bien protégée avec tous ces contrats qui ont été signés. On va voir ce qu'il en est au niveau aussi de la crise de la mer Rouge, mais aussi de toutes les autres crises douanières potentielles. Mr. Musk, how are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Those Merlin engines are fantastic. Oh, thank you. Yeah, good idea for an electric jet. You do? Yeah. Then we'll make it work. Pour le coup, Gotolainer pense que Q1, au niveau de l'EBITDA, sera un peu plus bas que l'année d'avant. Donc, déjà, ils ont des guidance qui sont très prudentes. Il faudra entourer cette date, le 25 avril, avec la publication du Q1. Ça, c'est important. Là, ça sera vraiment important d'avoir un œil sur celle-là parce que ça nous donnera vraiment une tendance pour l'année. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une année 2025 flamboyante, mais je pense qu'on aura quand même un bon retour, à peu près un bon retour à la moyenne sur cette année, si ce n'est plus. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée. He says, "Today, I have ordered the United States military to launch decisive and powerful military action against the Houthi terrorists in Yemen. Your time is up and your attacks must stop, starting today. If they don't, hell will rain down upon you like nothing you have ever seen before."